sujet est en rapport étroit avec le premier. J'ai lu la presse, RFI, France 24, TV5, j'ai parcouru Jeune Afrique, Le Monde, etc. depuis l'annonce de la rupture de l'accord militaire entre le Niger et les États-Unis. Et j'ai observé ce que j'appelle justement un phénomène du pleurer-rire, une ambiguïté, une dichotomie émotionnelle au cœur de la France-Afrique. Depuis l'Afrique de l'Ouest, avec les partisans du chameau, Alassane Draman Ouattara, alias de Gaspard Dieudonné, Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Ouattara Draman et ses hommes, tout comme quand on remonte jusqu'au sommet de la Macronie à Paris, ont eu un double comportement. D'abord, un comportement de joie. Il y a une joie, il y a un frémissement de joie qui a traversé la France-Afrique. Mais pourquoi sont-ils joyeux, me suis-je demandé. En réalité, ils sont joyeux parce que ils estiment que c'est bien fait pour les Américains. Quand l'armée française a été priée de dégager du Niger, les Américains se sont démarqués de la France et ont fait comme si ce n'était pas leur affaire. Alors que c'est ensemble qu'ils ont quand même détruit la Libye, bombardé la Libye pendant 6 mois dans le cadre de l'OTAN. C'est ensemble qu'ils ont armé Al-Qaïda, l'État islamique. Bref, le plan de déstabilisation de l'Afrique a été mené par toute la coalition occidentale. L'élite politique française a très peu apprécié l'attitude américaine lorsque la France était au plus mal. Militairement chassée du Mali, à peine a-t-elle respiré qu'elle était militairement chassée du Burkina, à peine a-t-elle respiré qu'elle était militairement chassée du Niger. Et à chaque fois, les États-Unis se comportaient comme Ponce Pilate dans la Bible, ils s'en lavaient les mains. Ils s'en lavaient à chaque fois les mains. Ils faisaient comme si les problèmes français n'étaient pas les leurs, et on sentait bien que les Américains riaient sous cap des malheurs français. La joie des Français, l'élite politique, j'entends, et de leurs vassaux africains, vient de ce que nous appelons au Cameroun le sentiment d'Achouk Ngongoli. Achouk Ngongoli est une expression camerounaise pour dire « c'est bien fait, toi aussi tu as mal ». Tu vas donc sentir la douleur. On dit maintenant au Cameroun, tu vas lire l'heure, tu confirmes le code. Vous savez, c'est une histoire aussi très connue en Afrique. Les voleurs de bijoux, ils opèrent souvent la nuit. Donc il y en avait 2 ou plutôt 3 qui étaient allés voler chez un bijoutier. Mais le bijoutier les attendait de l'autre côté de la bijouterie, dans la bijouterie, avec une machette bien aiguisée. Et il avait observé qu'ils avaient déjà pratiqué un trou dans le mur pour voler ces bijoux. Le bijoutier était là toute la nuit, il n'a pas dormi. Il était là avec sa machette, il disait, une main va passer ici. Et ils vont comprendre qui je suis. Les 3 voleurs dans la nuit noire ont déjà repéré l'endroit où se trouve le coffre à bijoux. Et ils avaient commencé à perforer le mur. Le premier envoie sa main. Le bijoutier, avec une machette tellement bien tranchante, il coupe la main d'un coup. Tchao! Mais le premier voleur serre les dents. Il fait Donc le deuxième qui était derrière lui dit c'est comment? Il dit j'ai pris. Non, il y a l'or, il y a le diamant, j'ai pris, prends ta part. Le deuxième met sa main. Le bijoutier, lui, n'a pas de problème. Il avait déjà une main coupée là-bas. Il attend la seconde. Il connaissait le nombre qu'ils étaient dehors. Le deuxième met sa main. Le bijoutier abat la machette. Tchang! La deuxième main saute. Le deuxième voleur, il dit « Hey! Ouh là là! C'est pas possible! » Le troisième qui est derrière, il dit « Mais c'est comment? » Il dit « J'ai aussi eu beaucoup. » Non! Ah! Non! C'est extraordinaire! Aïe! Ouh, non! Il y a tellement d'or, il y a tellement... Non! Le troisième est donc très empressé d'envoyer sa main. Il a envoyé sa main jusqu'au coude. Les autres envoyaient jusqu'au poignet. Mais lui, devant l'enthousiasme des 2 premiers, il a envoyé jusqu'au coude. Et le coude est beaucoup plus énervé que le poignet. Donc quand on a coupé son coude là, ça tapait, BAM! Il a crié, hey! Maman, oh! Je suis mort, oh! On m'a tué. Les 2 autres lui montrent leurs mains,
leur poignet était coupé, leur main était restée à l'intérieur de la bijouterie là-bas. Ils lui disent non, tu as aussi eu ta part. On est 3 voleurs, chacun a été puni. Allons-y maintenant, cherchons l'hôpital. Mon frère, moi-même, on a coupé ma main là-bas. Le deuxième dit, mon frère, moi aussi, quand je disais que j'ai eu beaucoup, c'était ça. Ma main là-bas. Lui, il dit, ils ont coupé jusqu'à mon coude. On dit, oui, ça t'apprendra à être 3e. Si tu avais été premier et que tu n'avais pas crié fort comme tu as crié bêtement là, nous aussi, on allait forcément couper nos mains. Cette histoire s'applique aux 3 larrons. L'histoire des 3 larrons, là, voleurs de bijouterie, elle s'applique aux États-Unis, à la France et à l'Union européenne. Ce sont les 3 larrons. Mais il faut les inverser dans l'ordre. Hein? Le premier à être dégagé, ça a été la France. Le deuxième à être dégagé, ça a été l'Union européenne. Le troisième à être dégagé, ça lui fait très mal. Parce qu'il pensait être le plus malin. Ce sont les États-Unis. Ils ont crié, aïe, on vient de nous chasser. Les 2 premiers disent, ah bon? Donc ça fait mal? Oh, ça perd l'hypopète. Ça fait mal? Ah ben dis donc. Eh ben il était temps que vous en rendiez compte que ces Africains ils sont devenus complètement ingérables. J'ai entendu les gens rigoler à Paris. Non, à Paris, ils ont pété un champagne. Ah ben dis donc, l'oncle Sam, il en a plein la gueule. Là. On s'est fait dézinguer au Mali, il n'a rien dit. On se fait dézinguer tranquillement au Burkina. Ils ont rigolé, Biden. Sleepy Joe, il s'en foutait complètement. Ah ben maintenant, c'est son tour. Ah, c'est super. Ah, c'est super. C'est bien fait pour sa gueule. Oui! C'est ce que j'ai lu. Retournez lire leur presse. Ils ont jubilé. Après la France, l'Amérique chassée du Niger. C'est la jubilation. Les partisans de Ouattara Draman, de Macky Sall, tous les vassaux ouest-africains se sont précipités sur les réseaux sociaux. C'est bien fait pour les Américains. On leur avait dit. Ils ont voulu faire le mou. Voilà comment on les méprise. C'est ce que j'appelle le rire. Ils ont beaucoup ri. Mais de l'autre côté, ils pleurent. Parce qu'en fait, derrière leur rire, qui n'est pas un rire sincère, il y a la volonté de chauffer le cœur des Américains. De chauffer le rognon des Américains pour que les Américains agressent militairement le Niger pour eux. Agressent militairement l'AES pour eux. C'est l'autre côté, c'est le côté pleuré. Ils rient comme ça, mais ils rient jaune. Ils sont très en colère, les gens de la France-Afrique. D'Abidjan à Paris, ils souhaitent que la rupture de l'accord de coopération militaro-nigérien pousse les Américains à faire la guerre pour eux, pour les ramener en Afrique de l'Ouest. Donc ils sont derrière Biden, ils sont derrière Blinken, ils sont derrière Molifi pour les exciter et leur dire, ah ben voilà, vous voyez maintenant, j'ai entendu Ouattara. Monsieur Ouattara, vous êtes où là? Je l'ai entendu en train de dire ça dans le téléphone rouge. Monsieur Ouattara, mais je suis loin du téléphone. Monsieur Ouattara, non, venez ici. Je l'ai entendu, je vais lui donner la parole. Parce que lui, sa manière inimitable de s'asseoir, je la connais. Il faut que je cherche le téléphone rouge qui est sous les bouquins. Les nouveaux bouquins. Monsieur Ouattara! Mais tu peux m'oublier aujourd'hui quand même. C'est une émission sérieuse. Il ne faut pas mettre d'humour dedans. On ne peut pas mélanger l'humour avec... Monsieur Ouattara, je m'en fous. C'est mon émission. Je fais l'humour quand je veux, monsieur Ouattara. Venez ici. Chou, je crois que ça va chauffer quand même. Hein. Chou, ça va chauffer. Hein. Il a ressorti le téléphone rouge, chou. Hein. Monsieur Ouattara, amenez-vous. Attends, tu sais que j'ai ma sciatique qui me fait mal. Monsieur Ouattara, mes amis sont là depuis bientôt 2 heures de temps. Les unités coûtent trop cher. Vos amis de la France, Afrique, Orange, etc. Ils pillent les Africains. Faites vite. Mais, Dominique, s'il te plaît, un dernier verre de vin rouge. Oui, chou. Donnez-lui. Monsieur Ouattara, venez ici. Quand vous avez appris que les Américains sont priés de dégager du Niger, qu'est-ce que vous avez dit au patron? Bon, je vais témoigner, puis je m'en vais rapidement. Oui, monsieur Ouattara, faites vite. Allô? C'est Alassane Draman Ouattara, le vassal en chef. Oui. Est-ce que je peux avoir le patron? Ah d'accord, le patron ne veut pas me parler? Il dit, je suis un Yamorodé, c'est ça. D'accord. Bon, donnez-moi quand même le chargé de la cellule des affaires africaines, parce que c'est quand même mon vice-patron, celui-là. Oui, chou, c'est normal, hein. Toutes les façons, chef d'État africain à Paris, c'est toujours une tapette, hein. Il sert à rien du tout, hein. On l'utilise comme on veut, hein. Bon, voilà. D'accord.
Qui va parler à mon mari? Mais Dominique, ne t'en mêle pas. Je sais que tu es pressé de me remplacer. Ne t'en mêle pas. Oui, d'accord. Bon, écoutez, je tiens à vous dire qu'il y a un très grand événement qui s'est déroulé en Afrique de l'Ouest. Les Américains sont chassés du Niger. Dites au patron que c'est un grand événement. J'avais demandé aux Américains de bombarder Niamey, de bombarder Zender, de bombarder Maradi, de bombarder Agadez. Je leur avais demandé de détruire le Niger. D'ailleurs, moi-même, j'avais préparé un commando. Oui, chou, 1100 hommes. Ah, le commando était prêt. Hein. Tout est... Dominique, tais-toi, s'il te plaît. J'avais préparé un commando personnel. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Ah, je devais attaquer là. Mais les Américains, ils devaient me faire une couverture aérienne, ils devaient envoyer les GIs rapidement là, et puis Bazoum serait réinstallé au pouvoir. Ils ont refusé. Maintenant, c'est bien fait pour eux. Non, c'est bien fait pour eux. Ça, en tout cas, vraiment, maintenant, ils vont comprendre. Quand on leur donne des conseils, ils ne veulent pas écouter. Ah, d'accord. Mais de faire attention, parce que moi-même, je suis sur écoute. Puisque je les ai placés au cœur de l'armée ivoirienne. Ils peuvent me faire ça dur. Non. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Je leur ai tout donné. Ce sont eux les patrons. D'ailleurs, j'ai surendetté la Côte d'Ivoire à 30 000 milliards. Mais j'ai vendu la Côte d'Ivoire aux Américains. Il n'y a pas de débat. Ils ne trouveront jamais meilleur que moi. Je n'ai pas peur. Ado n'a pas peur. Ado n'a pas peur. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur vendeur de la Côte d'Ivoire? C'est Ado. C'est qui le plus grand vassal? C'est Ado Chou. D'accord. Donc moi je dis, maintenant ils ont l'occasion vraiment de régler les comptes à Tiani. S'ils sont vraiment des garçons, les Américains, ils n'ont qu'à nous montrer. Ils ont fini avec Kadhafi, ils n'ont qu'à finir avec Tiani. Et mon ami Bazoum va reprendre le pouvoir. Non, c'est maintenant. Voilà. C'est ce que Ouattara fait. C'est ce que Ouattara fait. Actuellement, il est en train de tout faire pour exciter les Américains, exciter les Français, pour tenter de monter une opération grossière d'agression contre le Niger. Parce qu'il a pris la honte de sa vie. C'est le type qui a dit qu'il avait levé un bataillon de 1100 hommes pour attaquer le Niger, on ne les a jamais vus. Ou plutôt, il les a déguisés sous forme de terroristes qui se font écraser matin, midi et soir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ils prétendaient venir dans une guerre classique, armée contre armée. On ne l'a jamais vu. Ils ont décidé de faire la guerre hybride. Ils ont déguisé leurs soi-disant militaires en bandits, en soi-disant djihadistes, qui se font mater correctement au Mali, au Burkina et au Niger depuis lors. Oui! Ce sont les gens de la CEDEAO qui sont déguisés en soi-disant djihadistes. Vous pensez que les djihadistes viennent d'où? Mais ils viennent des pays de la CEDEAO. Accessoirement donc de l'Algérie et de la Mauritanie, où ils sont bien hébergés. Ils viennent des pays de la CEDEAO. Ils attaquent les pays de l'AES à partir du territoire CEDEAO. Ils reçoivent leur matériel, leurs munitions, l'argent à partir des pays CEDEAO. Bien sûr. Où les bases des puissances impérialistes sont bien situées. On est dans la guerre hybride là. Elle est en cours. Mais M. Ouattara, actuellement, fait partie de ceux qui excitent l'agressivité américaine. Il aimerait une campagne à la libyenne. Le problème, c'est que Kadhafi était seul. Quand il a été attaqué en 2011, Kadhafi était seul. Il n'y avait aucune puissance à ses côtés. Alors que là, l'alliance des États du Sahel, non seulement ces 3 États rassemblés, qui de Ouattara peut faire une seule bouchée, même en une journée de combat, ils prennent Ouattara. Les 3 États rassemblés là, une journée, ils prennent Ouattara. Alassane Ouattara le sait. Et ils sont alliés à la Russie, à la Chine, à la Turquie, à l'Iran. L'alliance des États du Sahel n'est pas camarade de quelqu'un. Celui qui veut attaquer l'alliance des États du Sahel va prendre la responsabilité de déclencher une guerre mondiale d'Afrique. La guerre d'Ukraine, là, s'ils la déplacent, ils vont perdre tout ce qu'ils ont en Afrique. Il faut qu'ils le sachent. Oui, on n'est pas en 2011. Nous ne sommes pas en 2011. Kadhafi était seul. Tiani n'est pas seul. Assimi Goïta n'est pas seul. Ibrahim Traoré n'est pas seul. L'Alliance des États du Sahel n'est pas seule. Et c'est parce que Bachar el-Assad n'a pas été seul, qu'il n'a pas été kadhafisé. Oui! Si le leader de la Syrie est debout, on sait pourquoi.
Et c'est comme cela que les leaders de l'Alliance des États du Sahel seront debout. Donc il faut que vous compreniez que actuellement la France-Afrique veut pousser les États-Unis à essayer de régler leur compte contre le Niger et contre l'Alliance des États du Sahel de manière brutale. Mais ce que la France-Afrique semble ignorer, c'est que les États-Unis ne sont plus les États-Unis de 2011, qui pouvaient mener impunément n'importe où dans le monde une expédition punitive contre un pays. Nous sommes en 2024. Et les limites des capacités interventionnistes américaines, ben, on les voit en Ukraine. On les voit en Syrie. Ils ne peuvent plus faire tout ce qu'ils veulent. Et ils ne peuvent plus se permettre d'ouvrir autant de fronts que par le passé. D'autant plus que même en interne, l'Amérique est divisée. Le bloc démocrate, le bloc républicain, représenté par Biden d'un côté et Trump de l'autre, menace d'implosion la nation américaine. La nation américaine est menacée d'implosion. J'ai entendu Donald Trump dire l'autre jour que si l'élection présidentielle ne se déroule pas de manière correcte, ça va être la guerre civile. Ils ont un problème là-bas. L'aptitude de l'Amérique à être présente, comme elle l'a été tout au long du XXe siècle, sur tous les fronts, et de faire la guerre au monde entier, cette aptitude, ça me nuise. Donc la France-Afrique se retrouve orpheline. D'où la grande colère au sommet de la France-Afrique. D'où la prétention d'en découdre avec Poutine, qui, sur le terrain, ne se manifeste par rien. Rien en Ukraine. En réalité, en découdre avec Poutine, c'est essayer de récupérer, en utilisant, en instrumentalisant la puissance américaine, essayer de récupérer eh bien, les quartiers de la France-Afrique. Car, sans son influence africaine, la puissance mondiale française prend fin. On tente donc d'instrumentaliser l'interventionnisme américain pour repositionner la puissance française. Mais nous sommes en 2024, l'opération ne sera pas possible. C'est ce que je voulais vous dire. Ils pleurent d'un œil, ils rigolent de l'autre. Mais l'Afrique est debout. L'Alliance des États du Sahel est debout. L'histoire est en marche. Les choses anciennes ont disparu. Écrivez ça. Et c'est ce que je voulais dire. Sur cet avant-dernier sujet, nous allons aborder le tout dernier sujet de cette conférence maintenant.